Bonjour à tous et bienvenue pour notre gros événement de fin d'année. C'est un événement qu'on a baptisé HR on Air, organisé par Elevo. Je suis très content aujourd'hui de vous rejoindre pour cet événement, de vous le présenter. On a la chance d'avoir le beau temps avec nous et puis j'ai regardé, c'est le cas partout en France, donc j'espère que vous aussi vous en profitez. On a énormément de belles choses à vous montrer aujourd'hui. C'est un événement sur lequel on a travaillé avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'applications déjà depuis plusieurs mois chez Elevo, mais pas uniquement, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de partenaires. On va avoir 7 intervenants différents qui vont venir vous présenter vraiment ce que le meilleur de l'IA a à offrir aujourd'hui en RH. On va pas vous parler de ce qu'on fera dans 4 ans, et cetera. On va vraiment vous donner des cas concrets. Ça sera la partie démo à partir de 11 heures. C'est assez exceptionnel, hein. Vous allez avoir, en l'espace, de quelques dizaines de minutes, 6 démos, sur des outils, avec de l'IA. Et donc ça, je vous invite vraiment à rester, pour voir cette partie-là. Mais avant ça, on voulait aussi ouvrir le débat, parler de l'IA en RH, parler de comment se positionner. On est fin 2025, ça fait un moment qu'on a l'IA avec nous. On voit qu'aujourd'hui, c'est plus une question de, est-ce qu'il y aura de l'IA ou pas de l'IA? C'est plus la question de quand, comment et comment va-t-on encadrer tout ça? Et donc aujourd'hui, pour ce débat, pour ce sujet, j'ai la chance d'accueillir Christine Anamoutou, qui est CPTO chez Bluenove. Alors, bonjour Christy. Hello Thibaut, salut. Ça va? Je vois que toi aussi tu as du soleil comme moi, donc je suis ravie. Exactement. Et pourquoi j'ai demandé à Christy de nous rejoindre pour cette première partie? Christy, on s'était rencontrés lors d'un dîner débat RH. Et c'est vrai que, comme tout débat RH en ce moment, on tangente toujours un petit peu vers l'AI. Et on Mhm. avait eu pas mal de discussions assez intéressantes. Et du coup, l'idée, c'est aussi de ramener tout ça aujourd'hui, de vous le partager. C'est assez court, on n'a qu'une demi-heure pour vous parler de tout ça. Donc, on a souhaité se concentrer sur l'essentiel. Hésitez surtout pas à nous poser des questions sur le chat. Allez-y, c'est fait pour ça. C'est l'intérêt du direct, mine de rien. Donc, posez-nous vos questions sur le chat. Je me ferai un plaisir de les regarder. On pourra sûrement pas répondre à tout, mais on va répondre à certaines, c'est certain. Donc voilà. Juste avant de commencer, peut-être, Christy, tout le monde ne te connaît pas encore en tout cas. Donc tu es CPTO chez Bluenove. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Bluenove, l'entreprise, et puis ton rôle de CPTO? Oui, merci. Bluenove, nous sommes une entreprise en fait de conseil, un cabinet qui a la particularité d'être à la fois présent dans à la fois le secteur corporate mais aussi public pour accompagner les collectifs sur la compréhension des transitions. Et pour le faire, on va utiliser des méthodes d'intelligence collective, mais également on se fait donc augmenter par notre plateforme propriétaire Assemble qui va nous permettre de venir à la fois collecter les propositions des collaborateurs ou des citoyens, mais on va aussi l'analyser avec de l'intelligence artificielle, ce qui nous permet d'enrichir les démarches et d'accompagner vraiment les organisations à mieux se saisir des transitions, des enjeux, pour mieux préparer leur transformation. Superbe. Bon, parfait. Je pense qu'avec ça, on est prêt pour commencer. Euh, J'aime bien vous faire participer pour commencer du coup nos événements. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a un petit sondage qui va apparaître devant vous dans les secondes qui viennent. On vous demande où est-ce que vous en êtes dans l'intégration de l'IA dans vos pratiques RH aujourd'hui. Et donc, je suis assez curieux un petit peu de prendre le pouls. Je pense que toi aussi, Christy, on Mhm. en est tous curieux des résultats. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est encore dans la phase d'expérimentation, de réflexion. On est au début, quelque part, de la courbe d'adoption. On a souvent les early adopters, etc. Alors, quoique le déploiement déjà en cours commence à prendre de la place. Ça, c'est super. Oui, Euh, ça fait beaucoup d'écho, tu sais, à la courbe de Gartner sur ouais, l'évolution de la technologie. En fait, on est encore au top, on va dire, du sommet des attentes, des illusions, parce qu'on le voit, il y a encore beaucoup d'expérimentation, de réflexion, et aussi sur, comme tu dis, la courbe du changement. Voilà, les personnes sont au début de cette transition également à se questionner, savoir s'il y a un vrai changement ou pas.
exactement. Et du coup, il va se passer forcément beaucoup de choses, dans les mois qui viennent, et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir ces discussions, d'avoir cette ouverture d'esprit et de s'y préparer. On est persuadé, on en parlait avec Christy, que la fonction RH a un rôle absolument clé dans l'entreprise autour des sujets AI, pour elle-même, mais pour l'entreprise aussi. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup de AI appliquée au RH, mais à ne pas les délaisser la fonction des RH sur le sujet de comment on adopte l'AI dans le monde du travail, qui est un vaste sujet aussi. Je vois qu'on a déjà des questions qui arrivent. Merci beaucoup. Il y en a qui, je vois Cyrine par exemple qui nous pose une question qu'on va traiter assez rapidement aujourd'hui, qui nous demande comment est-ce qu'on fait pour savoir la différence entre du gadget IA et de vraiment de la valeur ajoutée. On va parler ROI IA. On vous a dit qu'on faisait un événement très pratique, donc on va y revenir très rapidement. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on revienne sur, un sujet plus de fond. Mmh. On a tous été impressionnés par la technologie qu'a amené l'IA. Fantastique, on a tous généré des images et cetera et parlé avec l'IA. Il y a un côté, magique, il y a un côté intelligence, vraiment nouveau de la machine et donc je pense qu'on a un moment où on se pose vraiment le questionnement de: «Est-ce que toute cette IA générative, elle nous rend vraiment plus intelligents, plus impactants? Ou est-ce qu'elle nous rend un peu plus idiots?» parce qu'au final, elle embarque une grosse partie des réflexions stratégiques et on lui délègue, du coup, une partie de ce travail. Et donc comment est-ce qu'on va se positionner demain, sur ces sujets-là? Et c'est un petit peu la première question sur laquelle je voudrais t'entendre, Christy, sur, est-ce que l'IA générative, elle nous rend vraiment service aujourd'hui? Elle nous rend vraiment plus intelligents? Ou peut-être plus dépendants, à ces technologies-là? C'est une question de fond qui a beaucoup d'importance pour les ressources humaines parce que, contrairement à d'autres fonctions, quand on regarde l'histoire, de l'IA, mais même l'histoire de la fonction ressources humaines, j'ai essayé de me dire, comment est-ce que j'arrive à aborder le sujet. En fait, dans les fondations même des ressources humaines, on a d'abord eu l'apparition des tests psychométriques, des tests d'évaluation du quotient intellectuel, et ça a été les premiers cas d'application finalement de ce qu'on peut appeler l'algorithmie à de la mesure d'intelligence. Et dans les premiers outils RH, c'était d'abord ça. Classifier, comprendre les performances des individus, comprendre qui était cohérent pour une organisation, qui était plutôt ce qu'on va appeler un marginal. Et c'est vrai que dans les fondations même de la fonction RH, cette question, en fait, elle a une éthique, elle a un sens de réflexion qui est important parce que ça vient résonner sur en fait, le pourquoi la RH est dans l'organisation. Et ça, c'est le petit graphique que j'ai pris, que je vous conseille d'aller voir sur en fait, une œuvre artistique qui a été faite par Kate Crawford, une chercheuse qui travaillait pour le laboratoire de recherche de Microsoft. Elle a établi avec un architecte italien quelles étaient vraiment l'histoire de la création des calculs, des empires, des organisations. Et on voit dans une fresque monumentale sur un couloir géant, quand vous avez la chance de voir l'exposition ou c'est en ligne, que les RH, c'est un tout petit bout dans vraiment les méthodes de calcul. Donc ça apparaît là. Donc quand on comprend ça, la question de l'intelligence, elle est d'abord née de ce besoin de pouvoir évaluer la performance et la productivité. Et je me permets de revenir un peu, tu vois, Thibaut, sur c'est quoi en fait les composants de ta question, parce que c'est important, c'est que ça signifie l'intelligence. Ça, c'était la première version, la première génération de définition de l'intelligence, quotient intellectuel. Ensuite, on a eu la chance, et ça, toutes les personnes, tous mes pairs RH qui sont connectés aujourd'hui, on a été sensibilisés aux travaux de Howard Gardner sur les multiples intelligences spatiales, spirituelles, musicales, kinesthésiques. Et c'est vrai que c'est resté, on va dire jusqu'aux années 2000, le principal référentiel quand on s'exprime des intelligences. On a eu le mouvement sur, par exemple, les dyslexies, les différentes intelligences qui sont très récentes, mais ce qu'on a oublié de regarder, et c'est vrai que c'est pour ça que j'attire vraiment l'attention sur ce que ça signifie d'être intelligent aujourd'hui, au-delà de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence aussi humaine et collective, il y a de plus en plus ce qu'on appelle le besoin de comprendre en fait la sûreté cognitive. En fait, en rentrant dans les usages numériques, avec à la fois les téléphones portables, avec à la fois des services en ligne, en fait, qui nous en fait, affichent ce qu'on va appeler des dark patterns pour en fait faire en sorte que l'attention soit capturée, on a un mécanisme vraiment de guerre cognitive qui est mis en place. J'emploie un terme qui est peut-être un peu brutal, mais en fait, la réalité est aussi présente. C'est important qu'on échange de ça aujourd'hui. Et cette guerre cognitive, elle se passe à différentes couches.
Et donc, ce qui fait qu'elle a un impact sur un des prismes d'intelligence qui est important, qui est la sûreté cognitive. Sûreté cognitive, j'ai mis rapidement la petite affiche là, c'est d'être conscient de la manière dont on prend les décisions, mais aussi d'être conscient de ce qui est inconscient, nos habitudes, nos craintes, notre créativité, nos émotions. Et tout ça, ça participe en fait à l'intelligence. Et quand on regarde ce que font les IA génératives, pour répondre maintenant à la question, une fois qu'on a établi un peu ces 3 éléments, je vais y réutiliser un propos qui a été partagé notamment par une personne que je connais très bien, Aspamala, il y a quelques semaines, où elle disait que c'est vrai que quand on voit ce qui se passe en technopolitique, en géopolitique, les IA notamment peuvent être des instruments de confort. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans le confort, en fait, on va baisser la garde cognitivement. Et donc, c'est pour ça que cette question, Thibaut, tu vois, quand on en parlait Mm. il y a quelques mois, c'est finalement, est-ce qu'être plus intelligent, c'est utiliser plus d'IA ou c'est être plus vigilant? Est-ce que c'est être plus attentif aussi à qu'est-ce qui nous influence, quels sont les biais? Comment est-ce qu'une technologie peut, en fait, en nous invitant à du confort, nous faire oublier le goût de l'effort? Et c'est Mm. pour ça que ça devient clé. Et peut-être très rapidement, quand on parle de, en fait, de guerre cognitive, il y a des travaux qui ont été faits par le ministère de la Défense que je vous invite à aller regarder. C'est un super rapport où en fait on voit que ça touche la zone des valeurs, de la motivation, de l'engagement. Et donc c'est vrai que pour nous, en tant que personne des RH, quand on parle, on sait que l'engagement des collaborateurs, c'est quelque chose qui est critique pour la performance de l'entreprise. On sait que l'engagement, c'est aussi quelque chose qui est clé pour en fait donner envie aux personnes de se développer, de faire évoluer leurs compétences, d'être dans un collectif. C'est pour ça que la question de l'IA générative, c'est un dilemme. Parce que, en fait, plus d'IA générative, c'est peut-être plus de confort parce qu'on a des tâches automatisées. C'est comme tu dis, cette impression de pensée magique. On fait moins d'efforts sur la réflexion Mm. et on peut aussi devenir beaucoup plus dépendant aux applications. Ouais. C'est plus facile de demander à ChatGPT, tu vois, de réfléchir entre les forces et les faiblesses pour un sujet, de lui proposer de rédiger en fait une note stratégique, mais est-ce que c'est réellement ce qui est souhaité pour la fonction RH? Et il y a un sujet aussi autour de, il y a de la puissance dans ces outils. Clairement, ça permet de faire des choses rapidement, et cetera. Après, en effet, le côté se reposer sur ce qui sort, et baisser la garde, comme tu le disais si bien, c'est dangereux. Je pense qu'il y a vraiment un changement des usages où l'esprit critique devient une compétence absolument, clé, face à l'usage de l'IA. Et il y a une question aussi de la responsabilité, qui porte la responsabilité de la réflexion et des décisions qui vont en Mmh. suivre? Quand on est dans une organisation du travail humaine, Mmh. derrière, en fait, on a un collectif qu'on a embauché et cetera, et avec qui on prend ces décisions-là. Si demain, on se décharge, et ça dépend du niveau, hein, sur l'IA, qu'est-ce que ça veut dire pour nos organisations? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi ce que tu disais sur le sens au travail. Si demain, en fait, on demande à nos collaborateurs ou à nos RH d'être des passe-plats entre la réalité et l'IA qui va faire de la réflexion, quel est le sens au travail, qu'on trouve? Et en fait, heu, il y a un sujet aussi de faire attention de pas rentrer dans un déclassement de ce qu'est le travail. Le travail a du sens pour nos RH, je pense que c'est un travail qui a énormément de sens, tout le monde en attestera et et on veut pas, il y a beaucoup de métiers qui ont été déclassés par les technologies ou par les changements d'usage. Mmh. Je parlais avec quelqu'un qui bossait beaucoup dans le retail avant et qui me disait: «On avait des collaborateurs avant dans des magasins, par exemple, qui vendaient des chaussures et qui adoraient ce métier, cet acte de vente, cet acte de conseil. Aujourd'hui, leur métier se remplace par faire des cartons parce que c'est des commandes et s'assurer que les stocks sont sur internet ou pas, et cetera. C'est plus le même métier et il y a un espèce de déclassement et l'acte de vente est en train de se perdre. Donc c'est un peu une analogie, mais la question est aussi de se poser, sur le sujet de l'IA comme outil, mais derrière, quelle est la fonction, du RH? Non, et complètement, et c'est pour ça que moi je reviens sur vraiment ce qu'il faut retenir de ta question. En fait, on est à un carrefour aujourd'hui, la fonction des ressources humaines, qui est le choix aujourd'hui de l'IA dans la fonction, au-delà du rôle de la fonction IA, c'est aussi un choix politique, c'est un choix économique, c'est un choix de modèle de société. Et Mmh. c'est pour ça que la fonction, elle doit être protectrice en fait de l'intelligence de l'organisation, des intelligences humaines, collectives et autres.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, je saute tout de suite sur la question qu'on Mmh. a eue tout à l'heure de la part de Cyril, qui nous demandait Mmh bah, mh. comment est-ce que je m'assure de ne pas faire du gadget, etc. On va prendre ça en deux temps. La question de Mmh. quel est le vrai ROI à attendre, euh, qu'est-ce qu'on devrait attendre de nos outils AI, comment est-ce qu'on peut calculer ce ROI, et puis après, on se posera la question un petit peu de comment aborder des projets d'IA, comment pas tomber dans les fausses bonnes idées, quelle est la réflexion à avoir. Mmh. Sur ce sujet ROI, tu avais justement préparé quelque chose, Christy. Donc, je te laisse nous en parler. Je vais le faire très simplement, mais très synthétiquement sur le premier niveau du ROI qui va être de dire est-ce qu'effectivement on travaille mieux et plus peut-être rapidement en productivité avec de l'IA. Il y a eu différentes études qui sont sorties ces 3-4 derniers mois, on mettra les liens postérieurement, mais vraiment, oui, il y a une confirmation. L'IA permet de réduire des coûts de recrutement parce qu'on va venir automatiser un tri de CV, on va venir faciliter l'onboarding des collaborateurs, on va venir automatiser le traitement de tâches qui permettent de calculer les paies, on va venir également avoir un impact sur les tâches administratives en ressources humaines et certains commencent déjà à avoir en fait un ROI à 3,5, c'est-à-dire que pour 1 euro dépensé, il y a un retour de 3,5 euros. Mais je mets un grand peut-être, enfin des grandes parenthèses. Ça, c'est pour vraiment, on va dire, la première partie de la question qui est finalement, c'est un ROI qui est plus identifié sur tout ce qui va concerner l'automatisation des tâches bah, qui sont répétitives, qui sont chronophages, et là où finalement l'humain apporte peu de valeur en substance. Donc c'est pour ça que la question qui est derrière, qui était importante, c'est qu'est-ce que ça signifie de, en fait, d'avoir du sens en fait, dans une fonction, d'avoir un sens qui est d'être proche du métier, de pouvoir en fait permettre de prendre de la hauteur, d'avoir de l'esprit critique. Et tout ça, ça invite aussi, quand on réfléchit au ROI plus à long terme et à moyen terme, si on doit repositionner en fait ce que doit faire la fonction RH aujourd'hui pour préparer l'entreprise aux enjeux actuels et à venir, c'est aussi être capable de prendre de la hauteur parce que ces 20% ou 40% ou 30% de temps économisé, il est utile de se dire en fait, ça me permet aussi de repenser mon métier, repenser ma fonction. Et pour revenir aussi à la question de Cyrine sur comment est-ce qu'on identifie l'IA gadget versus IA qui a du sens, bah déjà, l'IA gadget, c'est sûr qu'il ne faut pas aller tout de suite dans la technologie. Ce n'est pas intéressant de voir l'IA. La vraie question qu'il faut se poser, et là on revient à la notion de poser la question avec l'esprit critique, c'est bah, qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit en tant que ressources humaines parce que finalement, ça fait perdre du temps aux équipes, ça fait des frictions dans les Mm. métiers. Et à partir de là, en problématisant et en posant les choses correctement, on arrive à se dire ben, finalement quel process est à revoir. Et Ouais, ce tunnage-là, quand on a éduqué les personnes à comprendre les techniques d'IA, la chaîne de valeur de l'IA, différencier ce que c'est une IA prédictive, d'une IA générative, d'une IA de recherche opérationnelle, pour comprendre en fait où sont les enjeux, à partir simplement de là, en fait, Cyrine, on va pouvoir se poser la question, ben, effectivement, quelle technique peut être pertinente pour aller ou pas vers en fait, la résolution de mon point de friction principal. mm. Et Et peut-être je un pense tout que petit commentaire, ouais, pardon, je termine je juste te laisse finir, je te laisse finir. un tout petit commentaire là-dessus. La question ne doit jamais être où est-ce que je vais mettre de l'IA. La question, c'est quel problème je vais régler. Et il vaut mieux avoir un arbre de décision critique et de dire on ne va pas se précipiter vers l'IA, on va d'abord savoir si on sait régler le point de friction ou si on sait repenser le métier pour apporter de la valeur, pour donner de la quintessence vraiment à ben, comment est-ce qu'on permet aux personnes d'être épanouies, productives et créer et innover pour l'entreprise. Là, Mm. ça devient intéressant et c'est ce qu'on va avoir dans les démos après de toute façon. Ouais. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à retenir, en tout cas, ce côté de ne pas se jeter dans la technologie. En fait, Mhm, l'IA, faut le penser comme un nouvel outil assez multifonctionnel qu'on a rajouté à notre boîte à outils du monde du travail, mine de rien. Et donc, mhm, on se doit d'apprendre à l'utiliser, à savoir quand est-ce qu'on peut l'utiliser, etc. Pour autant, après, quand on se dit: «Je veux faire un projet IA», en fait, mhm, on a un risque de se dire: «En fait, je veux déployer de la technologie». Mais l'outil, en fait, il doit avoir une fonction. Hem, donc il y a un temps pour apprendre, pour prendre connaissance et pour, s'élever en termes de se dire: «Qu'est-ce que demain je vais pouvoir résoudre grâce à cet outil-là?» Mais après, il faut se recentrer, sur la question de: «Quel est mon projet? Et comment est-ce que l'IA va servir ce projet en tant qu'outil?» Et c'est un peu la deuxième partie là que je disais tout à l'heure. C'est quoi un petit mhm, peu c'est la première fausse bonne idée, c'est de se dire: «Je veux faire un projet IA, donc je choisis une technologie que je veux mhm. déployer». Hem
Mmh. Pour toi, est-ce que tu peux revenir un petit peu, Christy, sur cet ensemble des fausses bonnes idées? Et puis, une fois que qu'on parle d'IA, parce que il y a des choses à faire, on le sait. Euh, c'est quoi le bon mindset, le bon état d'esprit, je dirais, désolé pour les anglicismes, le bon état d'esprit pour attaquer des projets où on se dit, ben, maintenant avec l'IA, je vais pouvoir résoudre plus de problèmes. Alors déjà, je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Vous savez, on a regardé les différents résultats d'études. Moi, je suis aussi avec, pas mal d'organisations et clients. Le chiffre est effarant. 95 des initiatives aujourd'hui autour de l'IA générative pour les projets sont en échec, n'apportent pas de retour sur investissement ou de valeur au métier. Donc ça signifie que, c'est ce qu'on remarque, c'est que tout le monde a commencé en fait en faisant, regardons d'abord la technologie, voyons où est-ce qu'on peut la mettre, donc technologie, process, et après, comment les personnes peuvent se former. En réalité, les organisations dans les 5 qui ont réussi à correctement installer de l'IA dans leur métier, à repenser leurs fonctions, elles ont d'abord commencé par les personnes. Elles ont d'abord dit, on va former les personnes pour comprendre ce que ça signifie d'avoir une culture de l'IA et une culture de la donnée. Ensuite, comment est-ce que les managers, les décideurs, les dirigeants arrivent à comprendre les enjeux de la transformation de l'IA. Donc ça a d'abord été un effort vraiment ce qu'on appelle humain, personne, pour en fait donner les moyens de repenser les processus. Donc ça a été vraiment personne. Ensuite, les personnes, quand elles ont compris les opportunités, les bénéfices des différentes techniques et pourquoi il y avait besoin de qualité dans les données, elles se sont mises à repenser leur processus, repenser leur métier et peut-être même des nouvelles manières de faire. Et qu'est-ce qu'il fallait arrêter de faire. Et seulement après, la technologie est arrivée. Et d'ailleurs, il y a un cadre de réflexion qui est toujours utile que je vous donne. Quand on pense à une transformation IA qui réussit, c'est 70% de l'effort est sur l'humain et la conduite du changement qui est liée à l'humain autour des processus. 20%, c'est la partie processus, pardon, la partie technique, infrastructure, et seulement 10% vont concerner les algorithmes et les modèles de langue et ce qu'on peut voir après. Donc c'est vraiment le 70-20-10 qui a été après encore remis en avant par le BCG récemment. Donc c'est vraiment ça aussi les fausses bonnes idées à éviter, c'est que on court en fait en se disant il nous faut 10 000 licences pour tel outil, on y va à tire-larigot, et on pense qu'en fait d'abord la priorité est technologique. Non, la priorité est surtout d'abord people, culturel, pour équiper, se renforcer, se donner les moyens de comprendre le futur, Mm. et se donner aussi les moyens de dire finalement c'est quoi la volonté de l'entreprise demain, économiquement, socialement, politiquement. On le voit, il y a des annonces qui sont parfois perturbantes. Hein. On entend des cabinets qui ont licencié 10 000 personnes parce que, en fait, elles n'étaient pas prêtes pour l'IA. Ça, c'est des choix politiques qui sont faits. Est-ce que l'entreprise, elle veut laisser cette empreinte sociétalement parlant? Donc, c'est là où, pour moi, les ressources humaines, avec le business, finalement, reprennent aussi tout leur Mm. sens. Et je pense que c'est important. J'ai une question de Nathalie là qui m'intéresse qu'on aborde. Nous demande, cela signifie que le ou la RH doit devenir aussi le spécialiste de la technologie des IA RH. Mon premier point, et Christy, je te laisserai donner ton Oui. avis sur... Il n'y a pas forcément une histoire de spécialisation, mais quand l'IA devient un outil générique, qu'on peut exploiter de bien des manières, c'est quasiment un nouvel outil comme l'a été Excel dans les années 80-90. Aujourd'hui, je pense pas que vous recrutiez des collaborateurs RH à haut niveau qui ne maîtrisent pas Excel et qui sont pas capables de se sortir de certains problèmes grâce à Excel. Bah, c'est un petit peu la même idée aujourd'hui. Euh, c'est une nouvelle compétence à acquérir et donc je ne pense pas qu'on va demander demain au RH de dire je connais tous les derniers modèles, je connais toutes les entreprises, je connais tout, etc. Par contre, être en capacité de comprendre comment fonctionne l'IA, être en capacité de l'utiliser quand c'est utile, ça devient une compétence classique au niveau Mhm. RH, mais au niveau collaborateur aussi. Donc ça, c'est vraiment des choses aussi à avancer. Et de toute manière, et je crois que c'était notre discussion qu'on avait eue lors du dernier dîner, Christy, qui était de toute manière, si vous ne le faites pas en interne, vos collaborateurs vont le faire par eux-mêmes. ChatGPT, c'est gratuit. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle le shadow IA maintenant dans les entreprises. Donc les collaborateurs viennent avec leur propre IA quelque part et ça leur aide à rédiger des emails, à faire du tri, etc. Donc les collaborateurs s'adaptent. Il faut pas rater le train non plus, quoi. Oui, peut-être là-dessus, et c'est une question qui est pertinente, hein. La fonction RH, elle est très douée pour faire aussi de l'interrelationnel, de l'intercompétence. Donc c'est intéressant qu'elle se donne une culture de la data. Culture de la data, c'est juste comprendre un modèle de données. Quelles sont les attentes sur la qualité de la donnée? Pourquoi en fait il y a 8 piliers dans la qualité de la donnée?
que ce soit l'unicité de la donnée, sa compliance en termes de GDPR et tout le reste. Mais ça, c'est vraiment de la culture. Et après, sur l'IA, c'est de savoir qu'il existe différentes techniques d'IA. Il n'y a pas que l'IA générative. En fait, depuis le matin, quand vous vous réveillez jusqu'au soir, vous allez vous coucher, vous êtes accompagné par différentes solutions d'IA, que ce soit de la reconnaissance visuelle, du GPS et des choses. Enfin, d'avoir cette culture et cette compréhension, ça permet mieux après de se dire bah, comment ça peut venir aider. Et sur l'élément, oui, il faut cette culture d'IA pour les RH, oui, il faut cette culture de la donnée, mais c'est vrai qu'il y a peut-être besoin de s'entourer de nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers ne sont pas forcément dans la fonction RH. C'est hyper important aujourd'hui d'avoir, je pense vraiment, il y a deux métiers qu'il faut avoir en relation clé. Ben, des data scientists, des gens en fait qui traitent de la donnée dont c'est la spécialité. Et ça permet en fait d'avoir des discussions croisées, de parler, de comprendre ce qu'ils font, leur expertise, mais aussi des éthiciens de l'IA, des personnes qui travaillent sur l'éthique de l'IA. Parce que, en fait, quand on voit les résultats de l'IA générative, on se dit, ben, c'est génial, elle est vraiment en train de faire un miroir de la performance humaine. Elle mimique, elle imite l'être humain dans des capacités à écrire, même parfois à s'exprimer. Néanmoins, elle n'a pas ce qu'on va mettre en évidence de l'intégrité, de l'éthique, de la transparence. Et c'est pour ça qu'il faut travailler en fait à ces valeurs-là, à ces piliers. Et les éthiciens de l'IA, vous les trouverez dans les personnes qui sont en charge de ce qu'on va appeler l'IA responsable. Et c'est vrai que c'est des personnes, je pense, sur lesquelles, en plus de la partie, on va dire, juridique et technique autour de la transfo IA, il faut vraiment se dire, on s'accompagne de ça, en tout cas dans les réflexions que l'on a au niveau des ressources humaines sur l'IA. Voilà. Alors, autant vous dire que c'est un sujet passionnant et je pense qu'on pourrait continuer la discussion pendant 2 à 3 heures. On a couvert que peu de sujets, mais ce qu'on Mm. voit, c'est que il faut tirer la pelote. Il faut continuer de s'intéresser au sujet. Faut le penser sur tous les axes, pas uniquement technologique. Il y a un grand axe humain, impact dans l'entreprise. La fonction de la RH, elle est clé là-dedans. Euh, Vraiment, moi, je vous invite très fortement à continuer la veille sur ces sujets-là, continuer d'échanger entre vous aussi. On a parlé beaucoup de projets qui marchent pas. Il y a aussi des projets qui marchent. Comment ça se passe dans ces entreprises-là? Et donc, il faut continuer de le faire. Et en parlant de projets qui marchent, on va passer à la prochaine partie juste après. Mais Christy, avant tout, je voulais te dire merci, un grand merci pour nous avoir accompagnés ce matin et de nous avoir partagé aussi ton expertise et ton expérience. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Merci Thibaut. Juste un dernier message, peut-être pour conclure, c'est toujours, on va dire, l'intelligence humaine, l'intelligence collective avant l'intelligence artificielle, que ce soit dans vos décisions, dans vos réflexions. Donc pensez vraiment human base, dirigé, centré par l'humain, l'humain dans la boucle de validation et après l'IA. Voilà. Super, bah merci Christy. Au revoir. Et moi, je reste avec vous pour la suite du programme, juste pour vous la présenter, puisqu'après, vous aurez des nouveaux intervenants. Alors, vous voyez, on a 6 démos qui arrivent, 3 démos de 11h à 11h10, une petite pause quand même. On en aura peut-être tous besoin et on reprendra de 11h30 à 11h40. On va commencer dans à peine 2 minutes avec une démo de TeachUp. Ensuite, nous aurons une démo d'Elevo. Une démo ensuite de Mocaker. Puis après la pause, nous aurons la démo de Workello, Tim Taylor et Accessio. Donc autant vous dire qu'on a beaucoup de contenu. On a des intervenants qui vous ont préparé des super démos. Donc je suis très content pour vous que vous ayez cette chance de voir tout ça aujourd'hui. Et je vais vous laisser du coup sur cet écran. Et la première démo va commencer dans moins d'une minute. Et donc, je vous retrouve à la pause. Bonjour à tous, je suis, Florence, la directrice du, développement de TeachUp. Merci Thébault pour, cette introduction. Du coup, je suis la première à avoir la chance de vous parler aujourd'hui.
Je vais du coup vous partager mon écran et je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait chez TeachUp avec une petite démo live et je prendrai les questions si vous en avez après dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les écrire. Du coup, ravie d'être avec vous aujourd'hui chez TeachUp. Qui est-on et qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les organisations à créer des formations digitales à impact avec un axe particulier qui est celui de la personnalisation de l'apprentissage. Alors évidemment, aujourd'hui, on parle d'IA, mais on va vraiment se focaliser sur quelque chose de très spécifique qui est l'entraînement coaché par l'IA. Et on va essayer de vous montrer comment est-ce que ça peut devenir un levier de performance en formation. On l'a vu juste avant, l'objectif, avant d'être une technologie, c'est d'avoir un véritable apport de valeur. Et nous, on a voulu répondre à un sujet qui se pose à la fois pour les RH et à la fois pour les collaborateurs eux-mêmes, à qui on demande d'apprendre beaucoup de nouvelles connaissances et de développer de nombreuses compétences. Aujourd'hui, l'approche traditionnelle en formation, la classique en digital, ne fonctionne plus. C'est les collaborateurs eux-mêmes qui nous le disent, trop de théorie, pas assez de pratique. C'est souvent la même formation pour tout le monde, alors qu'on a tous des niveaux différents et qu'on a plein de choses qu'on sait déjà faire. Et c'est un impact qui n'est pas facile à mesurer. Aujourd'hui, nous, on accompagne plus de 200 clients, dont évidemment les services formation et RH, et on se rend compte qu'on a besoin d'avoir des collaborateurs qui sont encore plus rapidement opérationnels, qui vont avoir plus facilement une transposition de ce qu'on leur apprend en gestes métiers concrets qu'ils peuvent déployer sur le terrain. On vient chercher des formats courts parce qu'encore une fois, foisonnement de données, d'informations, et on a besoin d'être centré sur les éléments qui comptent et adaptatifs, c'est-à-dire qui viennent s'adapter à chacun et enfin qui ont un véritable impact, on l'a dit, dans les organisations. C'est pour ça que chez TeachUp, on a décidé de répondre à ce sujet-là en développant une fonctionnalité qui permet d'entraîner chaque collaborateur sur une compétence ciblée pour permettre à chacun de réussir dans les moments qui comptent. Les moments qui comptent, on va les définir, mais c'est des gestes métiers qui, si on est en confort, on est en confiance, on se sent à l'aise avec cette compétence, ça va me rendre plus enclin à être en performance sur mon métier et donc du coup à être en confiance et à être bien aussi et à se sentir bien. Cet entraînement, comment il fonctionne? On va le voir après, mais c'est un entraînement qui peut se faire à l'écrit ou à l'oral. Et sa force, c'est qu'il va avoir un feedback immédiat et personnalisé qui est proposé donc par l'IA pour pouvoir lui permettre d'apprendre à son rythme étape par étape. On va regarder ensemble un petit exemple. Ici, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un manager qui doit accompagner une de ses collaboratrices, Gaëlle. Gaëlle, elle est chef de projet, elle peine un peu à motiver sa propre équipe. Son équipe se plaint un petit peu de son manque de communication et de clarté dans les objectifs. Gaëlle, elle l'a ressenti et elle vous demande, à vous en tant que sa manager, de comment elle pourrait mieux animer ce type de réunion. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous entraîner à répondre à la question de Gaëlle pour proposer un feedback constructif et adapté. Faisons-le en live. Bonjour Gaëlle, j'ai effectivement ressenti que les objectifs n'avaient pas été clairement explicités et compris par l'équipe. Je pense qu'il ne faut pas t'inquiéter, tu peux peut-être commencer par faire un récapitulatif des points clés vus ensemble lors de cette réunion. Qu'en penses-tu? Donc là, le collaborateur s'entraîne, l'IA va retranscrire ces éléments et va surtout venir lui proposer un bilan. C'est sur la bonne voie, on a bien identifié le manque de clarté des objectifs, etc. Et on donne des conseils. Pour aller plus loin, pensez à expliquer comment ce manque de clarté a pu affecter l'équipe ou le projet. Ce qui est important, c'est que là, le coaching, il va être personnalisé à chacun en fonction de critères qui auront été évidemment préalablement définis par les personnes qui ont conçu la formation, c'est-à-dire des gens de vos équipes. Fort de ce premier feedback, eh bien, le collaborateur va se réentraîner. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, à chaque fois avec un accompagnement différent. L'objectif, c'est qu'il réussisse sa mission, c'est ce qu'on voit ici à l'écran, et qu'on puisse lui expliquer en quoi il a réussi à donner un feedback constructif et adapté. Ici, il y avait 3 points clés. Il y avait le fait de décrire précisément un comportement observé sans porter de jugement, le fait d'expliquer clairement l'impact d'une situation et de proposer des actions futures. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'IA pédagogique, elle est entraînée pour vous expliciter en quoi vous avez bien répondu à certains points et quels sont les conseils pour pouvoir aller plus loin. Donc, ça permet vraiment à l'apprenant d'avoir une auto-réflexion sur ce qu'il fait bien et ce qui lui manque encore pour atteindre le cran d'après. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre d'avoir vraiment une mesure de l'impact qui est rapide. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ici, on voit qu'on a une 50aine d'apprenants qui ont fait cette formation sur donner un feedback constructif.
À la fin, chacun n'a pas mis le même nombre de tentatives, mais ils ont atteint à 76%, ils ont été en réussite sur cet exemple très concret. Et après, on peut voir même point par point sur la mesure d'impact, comment l'entraînement qui a été coaché et débriefé a permis d'augmenter la progression sur chacun des items, comme expliquer l'impact d'une situation qui a pris 51% de progression d'impact entre la première tentative et la dernière. Je conclus très rapidement parce que je vois le temps qui file. Je voulais vous partager un retour d'un grand compte qu'on a accompagné 3 mois pour ses formations commerciales. Ce qui est intéressant surtout, c'est ce que les collaborateurs disent, c'est que 81% d'entre eux ont déclaré qu'ils avaient perçu un impact fort sur leur pratique professionnelle et qu'ils ont apprécié ce terrain neutre sur lequel ils ont pu s'entraîner plusieurs fois à leur rythme pour être en succès. Et on peut vraiment mesurer la progression globale entre l'avant et l'après. J'ai parlé d'exemples managériels, j'ai parlé d'exemples commerciaux. Ça s'applique à plein de domaines, de la relation client à la conformité au process. Il n'y a pas un métier où il n'y a pas des exemples d'entraînement qui sont utiles parce qu'on vient faciliter la mise en pratique sur le terrain et en digital. Si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, on sera ravis de répondre à vos questions ou de poursuivre les échanges autour d'une démo. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais passer la main maintenant à Charline, qui est Head of Product chez Elevo et qui va vous parler de Elevo AI. Bonjour à tous et merci Florence pour la transition. Comme tu l'as dit, Charline Bestard, je suis Head of Product chez Elevo. Elevo, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, donc c'est une solution de gestion des talents qui couvre tous les aspects de performance, développement des collaborateurs, d'engagement, mais aussi de rémunération. Aujourd'hui, nous, ce qui nous tient à cœur quand on fait du produit chez Elevo, c'est de ne pas faire de fonctionnalités gadget. Donc, ça fait un peu écho à ce que vous avez pu entendre précédemment dans ce webinaire. Mais nous, vraiment, quand on utilise l'IA, on l'utilise comme un outil, une technologie qui doit permettre aux équipes RH de gagner du temps et que cela aussi puisse vous guider dans vos décisions liées à vos talents. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre en avant 2 fonctionnalités qui vont illustrer ça parfaitement. Une fois que j'aurai fait la démonstration, je pourrai évidemment répondre à vos questions dans le chat. Donc, sur ces 2 cas, je vais vous présenter, les 2 cas que je vais vous présenter, on a vraiment travaillé sur l'aspect productivité RH, car on le sait, votre temps est précieux et on souhaite vraiment vous libérer de ces tâches chronophages pour que derrière, vous puissiez vous concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. Lors des périodes d'entretien, l'analyse, c'est vraiment une tâche qui est fastidieuse et très chronophage. Je vais vous partager mon écran pour commencer la démo. Grâce à l'intelligence artificielle, on va vraiment permettre au RH de gagner du temps dans l'analyse des campagnes grâce à l'identification des risques psychosociaux. Si vous mettez, je vais prendre un exemple très chiffré et parlant. Aujourd'hui, si vous mettez 10 minutes à lire un entretien et que vous en avez 500 à lire, ça va représenter un travail de 2 semaines environ. Donc, c'est énorme. Et ça, c'est sans compter évidemment la fatigue de lire tous ces contenus. Il est possible au bout d'un moment de passer à côté d'éléments vraiment importants, alors que l'IA, sur ce genre de tâches, elle ne va pas se fatiguer. Elle va le faire en quelques secondes. Pour que derrière, et c'est ce que je vais vous montrer ici, donc en quelques secondes, je peux trier mes entretiens et vraiment voir quels vont être les entretiens sur lesquels je vais avoir besoin d'apporter une attention particulière pour derrière pouvoir prendre des actions et aller agir sur ces collaborateurs. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, avec Elevo AI, on est vraiment capable d'aller identifier différents types de risques. Ça va de la santé mentale, ça peut être du mal-être, de la démotivation. Et tout ça, ça vous permet vraiment derrière de passer votre temps sur vraiment prendre soin de vos collaborateurs et aller agir là où il est important d'aller. Maintenant qu'on a vu comment vous aider dans l'analyse des entretiens, je vais vous parler d'une seconde fonctionnalité qui va vous aider dans l'accompagnement et dans le développement de carrière de vos collaborateurs. C'est la création de matrices de compétences. On le sait, aujourd'hui, les matrices de compétences, elles vont vraiment permettre aux managers et aux employés de s'aligner sur les attendus vis-à-vis d'un poste,
Et ça permet aussi à vos collaborateurs d'aller se projeter dans le long terme au sein de votre entreprise. C'est un exercice où on l'a beaucoup entendu, nous, de la part de nos clients, qui est vraiment compliqué parfois à réaliser parce que ça demande quand même une mobilisation importante des équipes RH, mais aussi des managers. Et suivant la maturité de votre entreprise, on ne sait pas forcément par où commencer. Donc, on peut se sentir un peu perdu et c'est ce que nous, on avait entendu de nos clients. Et tout à l'heure, Thibaut parlait justement de quand on utilise l'IA, c'est vraiment important de se dire, OK, quel problème on veut résoudre? Et nous, le problème qu'on entendait, c'est je ne sais pas par où commencer, ça me paraît énorme à faire. Donc, on s'est dit, OK, comment on peut venir aider les équipes RH à gérer ce type de tâches qui est chronophage pour les équipes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, on va vous permettre de venir générer une matrice de compétences. Mettons, j'ai un poste de Talent Acquisition qui dans mon entreprise. Je vais venir mettre les différents niveaux de cette matrice de compétences. Hop. Je vais aussi renseigner, parce que c'est important, on le voit, hein, les métiers vont être différents suivant les secteurs d'activité. Donc, on va dire qu'on est dans de la tech et que cette matrice-là, elle a besoin d'avoir des soft skills, mais par contre, je n'ai pas besoin de compétences en management. Je vais faire cette matrice en français, parce que dans mon contexte, c'est le plus pertinent. Et donc là, en quelques secondes, donc là, l'IA est en train de générer, on le voit, la matrice de compétences. En quelques secondes, elle va me générer une base que moi, après, en tant que RH, je vais pouvoir aller ajuster, parce qu'on le sait, évidemment, ça va être quelque chose où on voudra rajouter sa touche, sa culture d'entreprise. Et donc, dans quelques secondes, l'IA aura généré ma matrice et je pourrais venir la modifier. J'attends juste qu'elle se génère. Je pourrais venir la modifier. Hop, toujours en cours. J'attends. Désolée, je n'ai pas de petite musique d'attente. Mais derrière, voilà, je peux vraiment venir agir sur cette matrice et au moins, je ne pars pas de zéro. Je vais avoir une base pour pouvoir travailler avec mes managers pour affiner vraiment les attentes vis-à-vis d'un poste pour que derrière, et voilà, l'IA a fait son travail, ma matrice est ici. Et donc après, je vais pouvoir venir la consulter, la modifier à ma guise, comme je le souhaite, pour que ça soit vraiment après efficace lors des évaluations de compétences notamment, et pour que les collaborateurs puissent explorer un petit peu quelles sont les attentes sur les niveaux d'après. Voilà, j'espère que ces démonstrations vous auront plu et que ça vous aura donné un aperçu de comment l'IA peut vous faire gagner du temps au quotidien. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche à l'écran. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Et si vous voulez des explications plus approfondies, on pourra aussi vous envoyer un email à la suite de l'événement. Je passe maintenant le micro à Pauline Monté de MocaCare qui va vous présenter Sunny. Bonjour à toutes et tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis Pauline, je suis responsable des sujets de communication et marketing produit chez Moca.care. Alors, Moca.care, si vous ne nous connaissez pas encore, on est une solution de prévention des risques psychosociaux et de soutien en santé mentale pour les entreprises et leurs salariés. Et soutenir la santé mentale, justement, c'est précisément le rôle de l'IA que nous avons développé chez Moca.care. Donc, je vais partager mon écran. Je vous présente Sunny. Sunny, c'est un compagnon IA conversationnel. Il se présente sous la forme d'un chatbot. Et Sunny, il va aider vos collaborateurs à leur donner des éclairages sur le pourquoi de leur ressenti, par exemple, à débloquer certaines situations de vie qui peuvent traverser, passagères la plupart du temps. Il va aussi aider vos managers à répondre à certaines problématiques délicates, mais aussi à affiner, ajuster leur posture. On sait que le rôle des managers sur la santé mentale et la prévention est clé.
Avant de passer à la démo de Sony, parce que je pense que c'est ce qui sera le plus important aujourd'hui, 3 choses quand même importantes à savoir qui différencient aussi Sony d'autres chatbots, par exemple. Aujourd'hui, un chiffre quand même important, c'est que l'accompagnement thérapeutique, psychologique, c'est devenu le premier usage de l'intelligence artificielle. Donc avec ce constat-là, comment on fait pour proposer, et notamment quand on est RH, à nos salariés une expérience conversationnelle qui soit protégée et qui soit aussi humanisée, en tout cas qui ramène vers l'humain. Donc il y a trois points importants sur Sony que je voulais vous partager. Le premier, c'est que Sony, il est dans un cadre restreint. Et restreint, aujourd'hui, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force, puisqu'il se base en fait sur 800 ressources qui sont aujourd'hui sur la plateforme Moka, qui ont été conçues, validées avec des psychologues. Ça veut dire que toutes les réponses de Sony seront dans ce cadre protégé de la connaissance en psychologie, de l'expertise en psychologie. Ça, c'est hyper important. On n'est pas sur l'immensité du web. Deuxième point important, tout ce qui est dit à Sony reste avec Sony. Les échanges sont strictement confidentiels et par ailleurs, les données qui découlent de ces sont hébergées en Europe. Ça veut dire qu'elles sont aussi protégées par la réglementation européenne. Et enfin, troisième point très important, et là je fais un parallèle avec ce que disait Christy dans l'introduction, c'est le human-based, le socle humain, la réorientation vers l'humain. En fait, Sony, il est pensé pour réorienter quasi systématiquement vers l'expertise humaine, l'accompagnement de nos professionnels de santé mentale sur Moka. Et ça, c'est la clé. Les psychologues nous aident à concevoir Sony, et Sony réoriente vers l'accompagnement de ces psychologues, des coachs aussi, des thérapeutes sur des sujets qui ont besoin d'être creusés, parce qu'une intelligence artificielle ne peut pas répondre à toutes les problématiques de santé mentale. Ceci étant dit, je vais vous présenter maintenant. Voilà, vous voyez bien. Oui, super. Je vais vous présenter du coup l'interface de Sony. Là, on est sur la plateforme Moka, qui est accessible à tous nos membres, donc les salariés des entreprises que nous accompagnons. Et je vais me mettre dans la peau d'un manager. Un manager qui a une problématique assez embêtante depuis plusieurs mois d'absentéisme. Un de ses salariés qui se met en arrêt quasiment chaque mois, et ce depuis plusieurs mois, ce qui affecte évidemment la charge des autres personnes de l'équipe, qui crée aussi des frustrations. J'ai rédigé en amont la petite question pour qu'on gagne du temps. Donc là, on est vraiment sur une interface de chatbot. Je vais remplir la question, demander à Sony d'y répondre, et voilà ce que Sony répond. On est sur une réponse qui est toujours structurée, qui va vraiment se baser sur ce qui se trouve aujourd'hui dans nos ressources. Et donc là, il va, par exemple, proposer déjà d'entrer en communication ouverte et transparente, avec certains conseils. Nous, chez Moka, on fait beaucoup la promotion du droit à l'erreur, de la sécurité psychologique, et ça passe par l'écoute, et ça passe par la communication. Et là, on a quelques conseils pour le faire. Et la recherche de solutions, ça c'est très important. Sony reste actionnable. Et autre chose importante, Sony va réorienter, là pour le coup, vers des articles, ça peut être aussi parfois des programmes un petit peu plus complets, sur des choses qui sont liées à la question. Alors moi, là-dessus, donc ça m'aide, merci, mais j'aurais besoin de formulations peut-être un petit peu plus précises. Je vais demander à Sony, est-ce que tu peux me proposer des formulations que je peux utiliser pour communiquer avec mon collaborateur. Et donc là, Sony va proposer vraiment des formulations assez précises, des phrases que je peux utiliser à l'oral ou par message, si je me sens plus à l'aise par message. Et encore une fois, vers des articles et des ressources qui sont sur la plateforme Moka. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que là, si on regarde cette petite phrase au-dessus,
et bien Sony, il encourage toujours à trouver derrière le soutien d'un professionnel de santé mentale. Ça, c'est vraiment une des clés de Sony. C'est aussi pour ça qu'on l'a créé, parce qu'on a besoin que l'accompagnement en santé mentale soit de plus en plus accessible et que l'IA ne remplace pas l'accompagnement humain, mais au contraire le renforce. Je ne sais pas si j'ai le temps, non, je ne crois pas que j'ai le temps de faire une deuxième démo, un autre scénario de démo. Mais en tout cas, je répondrai à toutes vos questions là dans le chat. Pour voilà, vous expliquer un petit peu plus comment Sony fonctionne, sur quoi il se base. Justement, je peux répondre tout de suite à cette question entre un Sony de Mocaker et un ChatGPT. Le plus important, c'est vraiment le socle de connaissances qui va permettre à Sony de faire des réponses. Sur un ChatGPT, on est sur l'immensité du web, avec aussi tous ses travers. Ça veut dire que ChatGPT va donner des réponses qui vont se baser sur des choses qui n'ont pas forcément été validées par des courants de psychologie ou par des méthodologies qu'on peut voir aussi en coaching. Donc, il va un peu laisser aussi l'utilisateur à ce vaste monde comment dire, qui peut aussi créer de la confusion, qui crée de la complexité. Et donc, nous, avec Sony, on va vraiment restreindre le cadre pour que tout ce que Sony peut dire en réponse soit vraiment dans ce cadre de la validation scientifique. Et ça, je pense que c'est la différenciation la plus importante avec l'hébergement des données en Europe, puisque les outils d'IA américains ne sont pas sous le coup de la protection européenne. Ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes de confidentialité. Voilà. Et c'est très important de le rappeler. Merci beaucoup, beaucoup. Pauline. N'hésitez pas, vous voyez le petit lien qui s'affiche. Évidemment, si ça vous intéresse, c'est exactement là qu'il faut cliquer. Sinon, il y a le magnifique site de mocha.care sur lequel vous pouvez vous rendre aussi. Et ben, pour la suite, on a déjà vu 3 démos. Donc, petit rappel, TeachUp, Elevo et MochaCare. On va se faire une petite pause de 10 minutes pour enchaîner avec les démos de Workello, Team Taylor et Assessio. Donc, on reprend à 11h30. Petite note sur la dernière démo de Assessio, c'est une démo qui sera en anglais. Donc voilà, c'est un bon moment pour s'entraîner un petit peu sur l'anglais. Il y a beaucoup de choses aussi sur ces sujets autour de l'AI de toute façon. Moi, je vous laisse sur ça. À 11h30, ça redémarre. Et puis, ben, bonne pause à tous.
Alors, je vous rassure, la pause n'est pas encore terminée, vous avez encore un petit peu de temps. Mais pour ceux qui sont là et qui attendent la suite, je vous propose de lancer un petit sondage et de vous faire participer une deuxième fois. Donc, le sondage va apparaître à l'écran tout de suite. Et donc, c'est un sondage sur qu'est-ce qui vous intéresse le plus parmi les thématiques aujourd'hui. C'est quoi votre priorité RH pour 2025? Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais surtout pour 2026, évidemment, hein. Hem, donc voilà, je ne sais pas si vous êtes très, très nombreux devant votre ordinateur, donc on va voir si on a pas mal de réponses qui arrivent. Hésitez pas. Alors je laisse un petit peu de temps quand même que les chiffres se stabilisent et qu'on ait, quelque chose d'un peu plus représentatif de notre salle virtuelle aujourd'hui. Alors on voit que tous les domaines, hein, reçoivent en tout cas, des points. On sent quand même la formation et la compétence qui se démarquent. Je pense qu'on est sur des sujets qui historiquement sont pas toujours faciles à manager. Hem, Sachant que c'est des priorités RH, ça veut pas dire forcément que c'est des priorités à régler avec des outils IA, hein. Comme on disait, lors de notre introduction, l'IA est un outil, qui peut être très efficace et impactant, mais pas forcément la seule solution. Bon. Super, merci beaucoup en tout cas pour, votre participation à ce sondage. Je vais vous laisser avec Alexandre pour Workelo, et puis, vous allez enchaîner après avec 2 autres, démos aussi, Tim Taylor et Accessio. Ça sera la conclusion de notre événement après la démo d'Accessio. Je reviendrai quand même vous dire un petit mot de conclusion. Mais en attendant, je vais vous laisser, sur cet écran et la démo d'Alexandre va commencer dans moins d'une minute. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez juste avant que je commence pour être sûr? C'est tout bon Alexandre, tu peux y aller. OK, parfait. Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Alexandre, je suis, product manager chez, Workelo et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter du coup Workelo Insight, qui est un de nos différents, cas d'usage de l'IA dans notre produit. Juste avant de commencer, petite précision, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai 2 de mes collègues, Eugénie et Chloé, qui seront là, pour y répondre, durant la démonstration. Donc voilà, pour, commencer, déjà qu'est-ce que c'est que Workelo? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Workelo, c'est une plateforme d'onboarding simple, complète et qui est enrichie, par l'IA, qui va vous permettre de gagner du temps sur vos différents process, RH lors de l'intégration, qui va également aussi vous permettre d'offrir une expérience digitale et personnalisée, à vos recrues et de pouvoir, du coup, mettre en avant votre marque employeur et également ça va vous permettre de piloter de manière intelligente la performance de vos différents parcours d'intégration et c'est justement ce qu'on va voir, avec, Workelo Insight. Donc, avant de vous présenter concrètement ce que c'est que Workelo Insight, c'est important de comprendre à quel problème ça répond et pourquoi on a voulu mettre ce cas d'usage d'intelligence artificielle dans notre produit. Donc, je vous apprends rien, mais votre temps, il est précieux. On sait tous que les RH sont sursollicités et on a voulu appuyer ça avec un chiffre du baromètre des éditions Tissot qui montre qu'en fait, en moyenne, les RH passent plus de 3 heures par jour, sur, de l'administratif. Ajouté à ça, vous avez aussi une quantité de données analysées qui est monstrueuse. Vous vous retrouvez avec des centaines de points de données à analyser, par exemple même dans un parcours d'intégration. Vous devez récupérer du feedback des collaborateurs, vous avez le suivi du parcours à réaliser, également, de nombreux stages administratifs et aussi, plus vous allez intégrer de personnes et plus vous allez collecter de données parce que forcément, ça augmente avec le nombre de personnes et c'est là vraiment l'objectif de Workelo Insight, c'est de vous aider à reprendre le contrôle sur toute cette donnée et surtout de vous faire gagner du temps pour que vous puissiez vous concentrer sur l'humain et également, on va vous permettre de réduire les risques de turnover.
Donc, Workelo Insight, concrètement, qu'est-ce que ça fait dans notre produit et qu'est-ce que fait cette intelligence artificielle? Elle va analyser vos différentes recrues en cours d'intégration pour les catégoriser en différentes catégories. Vous allez avoir une catégorie avec les recrues à risque. Donc, c'est toutes les recrues où l'intelligence artificielle identifie un risque de no-show ou de turnover durant la période d'essai. Toutes les recrues avec de l'administratif en retard. Donc là, concrètement, c'est tous les risques légaux et même tous les problèmes qu'on pourrait avoir avec la mise en paix et tous les process internes qui passent par l'administratif. Et également les recrues en bonne voie. Donc, ça va être d'identifier toutes les recrues qui sont engagées ou qui sont en cours d'être engagées et de pouvoir vous aider à les fidéliser. Donc, je vais directement passer sur la plateforme pour vous faire la démonstration. Donc là, ce que vous voyez du coup, c'est la page parcours. Donc, vous êtes sur la plateforme Workelo et sur cette page parcours, vous allez retrouver toutes les recrues qui sont en cours d'intégration sur la plateforme. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que sur mes 6 recrues, j'en ai 4 en bonne voie, une avec des administratifs en retard et une à risque. Donc, si je clique sur ma recrue qui est à risque, Workelo va me remonter du coup le parcours d'Elodie Snow. Et en cliquant dessus, c'est là la force de notre intelligence artificielle, c'est qu'on ne vous dit pas juste la recrue elle est à risque. On va vous expliquer pourquoi elle est à risque et surtout, on va vous donner à chaque fois des conseils actionnables pour résoudre ce problème. Donc là, par exemple, l'IA a analysé du coup le retour au questionnaire après le premier jour d'Elodie et a identifié que les verbatims, c'était un retour négatif. Et donc là, on est clairement, vu que ça a été son arrivée, c'était le 15 et que le retour, c'était le 16, on est clairement sur un risque de turnover durant la période d'essai. Et du coup, là, le conseil qu'on vous pousse, c'est de prendre contact avec la personne pour comprendre ce qui a pu motiver ce retour. C'est la même logique un peu pour l'administratif en retard. Je clique dessus et je vais pouvoir directement arriver du coup sur Peter Johnson. Et on me dit, bah voilà, que Peter Johnson, il y a l'administratif en retard parce qu'il n'a toujours pas signé son contrat de travail qui a été partagé le 1er octobre et il arrive le 20 octobre. Donc là, en plus, on est clairement sur un risque de no-show. Et la plateforme s'est occupée de le relancer intelligemment du coup pour qu'il complète son contrat, mais également faire une action pour éviter le risque de no-show, c'est également important dans ce cas-là. Enfin, je vais finir avec les parcours du coup en bonne voie, avec le positif. Donc là, si on prend le cas d'Ethan Bassel, par exemple, la plateforme, elle nous remonte que Ethan Bassel, il est engagé dans son parcours parce qu'il a réalisé plus de 75% de ses actions qui étaient disponibles. Donc, il est sur la bonne voie. Mais là, le conseil qu'on vous donne, c'est de l'encourager parce qu'il faut toujours dire quand ça se passe bien, autant que quand ça se passe mal. Et surtout, il faut le relancer doucement sur quelques oublis qu'il y a pu avoir dans le cadre du parcours. Donc voilà, là, je vous ai présenté les 3 cas d'usage de Workelo Insight, donc que ce soit les parcours en bonne voie, l'administratif en retard ou des parcours à risque. Si jamais vous voulez en savoir plus sur Workelo Insight, donc avoir un cas concret par rapport à votre entreprise, voir comment ça pourrait s'appliquer par vous, n'hésitez pas soit à cliquer sur le bouton qui a dû être partagé sur Contrast ou à scanner ce QR code. Et du coup, vous arriverez sur cette page avec toutes les infos et également la possibilité de prendre une démonstration personnalisée vous présentant du coup les différents cas d'usage de Workelo Insight. Donc là, je vois qu'il est 11h35, donc je vais passer la main du coup à Jimmy de Team Taylor qui va vous présenter du coup Copilot et comment l'IA peut les aider dans le cadre du recrutement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre et bonjour à tous. Ravi de pouvoir participer à ce webinaire. Merci encore à Elevo pour l'organisation. Donc moi aujourd'hui je suis là pour vous présenter Team Taylor, une solution de recrutement, donc un outil de gestion de candidature tout en un qui aujourd'hui est utilisé par plus de 12 000 clients à travers le monde. Donc aujourd'hui ce qui est important de retenir, c'est que notre mission elle est simple, c'est d'aider justement les équipes RH à recruter plus efficacement tout en offrant la meilleure expérience candidat possible. Bien sûr, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de remplacer les recruteurs par de l'intelligence artificielle. Au contraire, c'est surtout de vous aider à gagner du temps, à faire en sorte que les tâches les plus chronophages de votre quotidien puissent être gommées. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer en vous partageant quelques-unes de mes fonctionnalités préférées, en tout cas sur Team Taylor, concernant l'intelligence artificielle. Donc, ici, sur mon écran, vous allez voir, je suis en fait tout simplement dans l'espace de paramétrage de Team Taylor où je vais pouvoir sélectionner quelles sont les fonctionnalités que je souhaite intégrer. Pour rappel, en fait, toutes les fonctionnalités qui sont ici présentes sont des fonctionnalités qui sont déjà intégrées. Donc, ce n'est pas des fonctionnalités qui sont payantes. Elles sont intégrées directement dans l'outil.
Donc, vous, en tant que recruteur, je suppose que le plus important, c'est de pouvoir déjà bien pouvoir gérer la diffusion de vos offres d'emploi. Donc, je vais commencer par vous montrer comment l'IA est intégrée dans la création des offres d'emploi sur Team Taylor. Premier point, je vais prendre l'exemple d'un rôle comme le mien. Par exemple, je suis account exécutif aujourd'hui chez Team Taylor. Je vais demander à mon intelligence artificielle déjà de pouvoir me rédiger des offres d'emploi. L'avantage, surtout si vous avez du volume à traiter, c'est de pouvoir au moins vous rédiger des squelettes d'offres d'emploi. Et ça, c'est des éléments qui vont pouvoir vous permettre de gagner du temps et de dupliquer peut-être rapidement des offres d'emploi que vous auriez à diffuser. Donc ça, c'est la première intégration de l'IA qui va être mise en avant directement sur la création d'une offre d'emploi. Là où on va un peu plus loin, c'est Team Taylor, c'est qu'on va permettre aussi à l'intelligence artificielle de pouvoir nous accompagner sur les éléments qui vont être clés pour le recruteur, à savoir quelles sont les informations dont vous avez besoin sur les candidatures. L'objectif, il est de vous permettre de pouvoir filtrer et surtout affiner la qualité des candidatures. Pour chaque type de rôle que vous allez diffuser, vous pouvez ajouter ou tout simplement demander à notre IA de vous suggérer des questions. C'est assez intéressant quand vous avez peut-être des types de rôles sur lesquels vous n'avez pas l'habitude de recruter ou sur lesquels vous voulez affiner justement la qualité. Notre IA va pouvoir vous générer des questions que vous pouvez rendre ensuite obligatoires ou pas auprès du candidat. Une autre application sur la création des offres d'emploi qui est assez pertinente, c'est qu'aujourd'hui, il y a, comme vous l'avez remonté récemment, les besoins de sélection au niveau des compétences des candidats vont être de plus en plus importantes. Et donc, je vais pouvoir directement sur Team Taylor ajouter, supprimer des compétences. Mais si je n'en ai pas en tête et que j'ai envie de définir quelque chose de pragmatique, je vais demander à notre IA de pouvoir me proposer des caractéristiques qui me semblent clés et qui vont être pertinentes pour vous en tant que recruteur, pour votre grille de lecture, s'assurer que vous soyez tous finalement sur la même longueur d'onde. Donc là, vous voyez, ne serait-ce que sur 3 étapes de la création d'une offre d'emploi, j'ai l'intelligence artificielle qui vient se greffer et vous permettre justement d'affiner un petit peu les choses. La deuxième chose que je voulais vous montrer aujourd'hui sur l'application de Team Taylor, elle va se situer justement dans votre parcours candidat. Aujourd'hui, vous allez avoir une vue comme ça quand vous pourrez retrouver les candidats qui ont postulé. Et comme vous le voyez sur la gauche, j'ai une colonne violette qui s'est ajoutée. Et ça, c'est une colonne que je peux activer ou désactiver très simplement d'un simple clic ici et qui va me permettre d'analyser ma base de données candidats. L'essentiel, en fait, c'est de se dire qu'aujourd'hui, plus de 40% des candidats qui vont postuler chez vous sont déjà passés dans votre vivier et souvent, vous pouvez passer à côté par manque de temps, parce que vous avez trop de candidatures à traiter et donc parfois, c'est difficile de se concentrer sur les bons candidats d'emblée. Donc nous, ce qu'on va vous proposer, c'est effectivement de pouvoir avoir notre IA qui va travailler en fond, analyser les candidatures qui sont déjà existantes de votre côté et vous allez pouvoir rapidement sourcer ou pas un profil pour une offre d'emploi. Vous retrouverez ici un petit résumé justement des compétences du candidat. Et si vous souhaitez aller un cran plus loin, en fait, quand vous cliquez sur une fiche candidat, vous avez même le résumé du CV et les résumés de vos critères de sélection qui vont apparaître. Ça vous permet de gagner du temps, d'avoir des fiches candidats qui sont finalement bien intégrées et bien complètes surtout, et de vous permettre de pouvoir vous concentrer sur les candidats qui méritent en tout cas d'être peut-être placés en haut de la pile de votre côté. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On a encore plein d'autres fonctionnalités IA qui sont très intéressantes chez Team Taylor. N'hésitez pas à pouvoir justement cliquer sur le petit bouton qui va apparaître ici pour pouvoir réserver directement une démonstration avec nos équipes si vous le souhaitez. Et pour ma part, je vais laisser la parole à Allo qui va, je vous le rappelle, nous faire une petite présentation en anglais. Bonne journée à tous et merci pour votre écoute. Hello, my name is Alo. I'm the CEO of Assessio AI. I'm part of the Assessio Group, which is one of the leading assessment providers in Europe. And that means that for the better part of the last century, Assessio has been developing and providing different tools for measuring what we call the deep level fundamental characteristics about people,
meaning understanding their personality characteristics, understanding what really motivates them, understanding how they think and what types of tasks they are great at solving. And more recently, we're also the leaders in using AI tools to make that data more actionable in the real decisions that you have to support every day, meaning decision regarding hiring, onboarding, and developing your teams. What I want to show you today is how you can now use advanced AI tools to support the most critical decisions in your organization, meaning mostly regarding leadership level hiring, leadership team development, and succession planning. And for that, I will walk you through a demo using my own data. So my actual data as an example. So what you see here is kind of the foundation of everything we do, which means that everything on this platform and other Assessio tools is built on the foundation of scientific assessment data that we have developed over the last 70 years. Now, the good thing about scientific assessment data is that it has been proven to be very predictive and reliable across a variety of job functions, cultures, industries. But the complexity of it has always been that it's still a bit complicated for people to understand and make sense of all of that. So after completing individual assessments, everyone normally would have to get a consultant to explain what it means and how they can use that data for their own benefit. Now, what we have implemented is an AI coach that is designed to give you immediate feedback after completing your assessments, so that everyone who joins the Assessio AI platform will get a personal profile and then a personal AI coach that is able to give them advice based on their data, so they can ask questions about their own day-to-day interactions and how to perform at their best at work. Meaning, after completing my assessments, I can ask questions like, based on my assessment data, what 3 career paths would suit me best? And the AI coach would go through all of the characteristics that were measured about you to give you highly personalized advice. Well, and it appears that in my case, startup leadership came out at first. So it seems that I have spent the majority of the last 10 years in the right place. Now, when it comes to more complicated applications, meaning that it's not just personal advice or individual advice that you would need to take into account, but the more complicated hiring process is supporting leadership level hiring and onboarding, then the amount of information you would have to take into account is vastly, vastly bigger. Meaning that in addition to understanding me as a candidate then for hiring, we would need to understand the job, the organization, the team I'm going to work with. And for that purpose, Assessio AI provides you with a dedicated tool for these more complicated hiring processes, so that in addition to having that structured assessment data, you can upload things like the company strategy document, the job brief. You can create a success profile using competency mapping or just describing the critical requirements for the role. And then going back to that assessment data and candidate profile, you can upload everything you know about the person, meaning assessment data, interview notes, reference call notes, to ask highly specific questions, like, for example, what are the 3 biggest risks of hiring this person against this role? And the AI model will take all of that data into account to give you highly tailored advice. Now, again, this is my actual data and the company I'm actually working in. So the result here will be real and potentially a little bit embarrassing, but let's see what comes out. So based on everything we know about me, then it seems that the biggest risk of adding me into the organization I'm now working in is the potential clash with the consensus-driven Swedish culture. And again, that is based on thousands of data points of information. So that's just a very brief intro to what we do and how we use assessment data, essentially to make all of that nuanced scientific information highly accessible and highly actionable for you in the decisions you have to support every day. Thank you.
Et me voilà de retour pour la conclusion de notre super événement du jour. Je tiens tout d'abord à remercier tous nos intervenants. Donc Christy ce matin, et puis aussi nos partenaires, hein. On a eu Florence André de TeachUp, Charline Bestarp chez Elevo, Pauline Montet pour Mocacare, Alexandre Lenchener pour Workello, Jimmy Valette pour Tim Taylor et Allo Haro pour Assessio. Donc je les remercie chaleureusement. Je vous remercie vous aussi, le public. Vous avez été très nombreux à vous inscrire et à participer aujourd'hui et rester connectés pour toute la durée de l'événement. On enverra un lien du replay directement dans votre boîte mail. N'hésitez pas à le reconsulter et puis surtout à le partager aussi dans votre réseau RH. Euh, on a toujours plus de webinaires à venir et de ressources pour vous comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas à aller soit sur elevo.fr pour trouver nos ressources, vidéo.elevo.fr pour retrouver tous nos contenus vidéo, nos épisodes, nos webinaires. Tout ça reste disponible en ligne. Et puis, avant de vous quitter, comme j'aime bien les sondages, vous allez en voir un dernier juste pour vous demander si vous avez apprécié cet événement ou pas trop. J'espère que vous nous répondrez avec de l'honnêteté. Ça nous permettra de nous améliorer pour les fois d'après. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et merci beaucoup. Est-ce que le sondage apparaît à l'écran? Hop, voilà. Superbe. Bon, en tout cas, c'est qu'on a bien travaillé. Merci à tous les intervenants, à toutes les personnes aussi en backstage qui ont préparé cet événement. Notamment, je pense à Clara Courtillet et Clara Louiset qui travaillent au marketing chez Elevo et qui ont passé beaucoup de temps. Merci à elles deux et merci à tous. Au revoir.